Bienvenue dans le podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Julien Dreher. Attention à ne pas écorcher son nom de famille, entrepreneur et cofondateur et CEO de Ground et de Yolocracy. Julien, comment vas-tu ? Ça va super, Tim, merci. Salut à toi. Alors, merci de venir nous voir dans le podcast. Je me réjouis d'avance de notre discussion. Alors, pourquoi ta présence aujourd'hui ? On a parlé du fait que tu étais entrepreneur, mais tu ne viens pas avec cette casquette aujourd'hui. Tu viens avec une casquette d'auteur, écrivain. Tu as écrit un livre qui s'appelle Tous Managers, dont on va parler dans un instant, et qui sort normalement demain, le 16 mai. Aujourd'hui, on enregistre le lundi 15 mai. Et donc, normalement, la grande soirée de lancement, c'est demain. Est-ce que t'es pas trop stressé ? Bah si, parce qu'effectivement, tu dis je suis auteur. En fait, pour l'instant, c'est mon premier livre qui n'est pas encore sorti. Ouais. Donc, je me sens pas encore comme un auteur. Et d'ailleurs, en lisant le livre, on se rend compte que je parle pas comme un auteur, mais plutôt comme un entrepreneur ou quelqu'un qui a vécu des expériences et qui témoigne à travers un livre. Donc, pour l'instant, je suis pas encore totalement calé dans mon rôle d'auteur et de promoteur d'un livre. Ouais, il y a un côté dilemme de l'imposteur. Non, pas dilemme de l'imposteur, il y a un côté syndrome de l'imposteur, pardon. Alors qu'en fait, tu es là pour partager du savoir. On va y revenir justement dans 5 minutes par le biais de rencontres, d'expériences, etc. Petite anecdote, nous, on s'était croisés la toute première fois sur un event qui s'appelait Next Workplace, organisé par un certain nombre d'entrepreneurs qu'on avait en commun. C'est pas un hasard qu'on se soit retrouvés là. Ouais, tout à fait, exactement. Et par ailleurs, j'ai récupéré ce livre par le biais de ta femme aussi, qui est entrepreneur, qui est ghostwriter entre autres, mais pas que, et qui a gentiment pris du temps pour me partager ce livre alors que tu étais en séminaire il y a quelques temps. Et ouais, on se débrouille. Exactement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a toujours une mise en bouche dans le podcast Lundi au Soleil. Tu m'as dit que tu avais écouté quelques épisodes, alors sauf si tu m'as pipoté, mais j'ai pas l'impression. Tu connais un peu ces questions. On va voir. Le lundi, est-ce que tu le passes au soleil ou au boulot ? Alors, le lundi, je le passe au boulot la plupart du temps. À Paris, beaucoup, donc pas trop au soleil, surtout aujourd'hui. Mais au sens figuré, oui, je le passe au soleil. Je fais partie de ces gens qui aiment leur taf et qui n'ont pas trop le blues du dimanche soir. C'est la boule au ventre du dimanche soir. Et je connais ça d'autant mieux et je l'apprécie d'autant plus que je l'ai eu très longtemps en gros pendant toutes mes études jusqu'à ce que je travaille. Voilà. Et donc pour moi, le lundi est toujours dans ma tête au soleil. Ok. Et t'as une particularité parce que je crois que même si tu es encore aujourd'hui, tu es en transition, il y a une partie des collabs qui sont en présentiel, mais il y a beaucoup de distanciel et potentiellement bientôt, ça sera du full remote, c'est ça ? Ouais, en fait, nous, historiquement, chez Ground, on a toujours été une entreprise full remote au sens où on peut vraiment travailler de n'importe où. Et ça, pour le coup, on a une chance incroyable dans nos métiers, c'est qu'on peut vraiment travailler. Voilà, il ne tient qu'à nous d'être au soleil tous les lundis matins. Voilà, exactement. Sauf que comme on aime Paris ou qu'on a plein d'attaches à Paris, on ne vit pas. Mais de fait, on pouvait déjà travailler n'importe où. Moi, ça m'arrive. J'ai des parents qui habitent en Espagne, par exemple, donc régulièrement, toutes les vacances scolaires, je les passe. Tu vas bosser là-bas ? Je bosse de là-bas. Extraordinaire. Et puis il se trouve que l'évolution de la boîte fait qu'au bout d'un moment, quand on n'est plus obligé de rester à Paris pour le boulot, ça fait une grosse raison en moins de rester à Paris. Ouais. Donc dans notre équipe, il y a assez peu de Parisiens et moi-même, dès l'année prochaine, je vais m'exiler un petit peu. Ok. Et on parlait justement avant de commencer, quand on prenait un café un peu plus tôt ce matin, justement de la limite justement du full remote, parce que tu fais un métier dans lequel effectivement tu accompagnes des clients. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose de finalement assez naturel tant que tu arrives à te mettre des règles quand tu es face à un client, quand tu es sur de l'accompagnement, à des ateliers où effectivement les clients, tu es obligé un peu de leur dire qu'il y a un certain nombre de règles à respecter pour être sûr qu'ils sont concentrés dans ce que tu es en train de mener. Exactement. En fait, moi, je vois vraiment dans le full remote le fait qu'on puisse travailler de n'importe où, mais y compris aussi en présentiel. C'est un peu le côté hybride. Et je pense que ce qui marche bien, c'est le fait d'à chaque fois trouver le meilleur compromis pour tout le monde. À la fois dans l'intérêt collectif et en même temps respectant les aléas ou les contraintes de chacun. Donc ce qui est cool, c'est que on peut travailler de n'importe où, mais aussi il y a plein de choses qu'on fait beaucoup mieux en présentiel. Et donc moi, par exemple, avec mes clients, si la plupart du temps je suis en remote, on travaille beaucoup et on travaille très très bien et ça oblige à être très efficace et très focus de travailler en visio. Mais il y a plein de choses qu'on fait pas aussi bien qu'en présentiel. Et donc on revient régulièrement chez nos clients toutes les semaines, tous les mois. Ouais, c'est du vrai hybride, quoi. C'est du vrai hybride. Et même dans l'équilibre de l'équipe, on est un peu, un petit peu dans tous les coins de France.
Et donc, ça pose aucun problème au quotidien. Mais on a gardé ce réflexe de tous les 2-3 mois. On appelle ça un Vision Day chez nous, pour reprendre un peu le langage de Startup Nation. Ouais. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on essaye tous les 2-3 mois de se retrouver tous ensemble. Et en général, on essaye de s'exiler. Donc là, on était encore en Espagne la semaine dernière. Ouais. On est parti 4 jours. Et là, l'idée, c'est que pendant 4 jours, on se retrouve. Et à la fois, il y a à la fois du boulot et à la fois il y a du team building, des choses qui sont exactement, c'est chouette d'être ensemble parce que forcément quand on vit 24 heures sur 24 ensemble, on boit des coups, on sort, on va visiter, tout ça, mais en même temps la journée tu restes pas sur le lieu quoi. On l'a fait ensemble et ça nous permet de un peu de remettre les compteurs à zéro parce que ça c'est la vie d'une équipe, il y a des frictions qui naissent, il y a des incompréhensions qui naissent, c'est une espèce de réalignement, une resynchronisation des montres régulièrement. Et ça, c'est hyper précieux dans une équipe, surtout en remote. Et je pose une dernière question et après on embraye. Tu sais, j'aime bien digresser. Ces événements-là, tu les fais en semaine ou ça déborde un peu sur le week-end aussi? Souvent, c'est des questions qui reviennent chez les collaborateurs. Ils disent putain, les séminaires, quand c'est le week-end, en fait, c'est mon temps de repos, machin. Même si tu fais des trucs, des activités, etc., qui sont complètement pas du tout liés au travail, parfois, il y a des points de réticence. En fait, au départ, on l'avait fait sur les week-ends. Effectivement, on a eu ce feedback-là. Et même moi, c'est pas forcément toujours les week-ends, il y a des choses à faire, il y a les enfants à garder, donc c'est pas toujours pratique. Donc, on a trouvé un bon compromis, c'est qu'on mord un peu sur le week-end. C'est-à-dire que, typiquement, là, on est rentré samedi. Ouais, c'est ça, tu rentres. Ok. Ce qui permet vraiment de se faire une dernière bonne soirée le vendredi soir, de bien lâcher les chevaux. Et puis, mais sans que ça pourrisse le week-end. Voilà. Et c'est le compromis qu'on a trouvé. Bon, super. Je te propose qu'on passe au livre. Donc, ce livre, il s'appelle Tous Managers. Moi, j'ai quand même une question. Alors, il y a marqué dessus « Renoncer à la subordination pour libérer la coopération dans l'entreprise ». Au-delà de ça, c'est quoi la mission de ce bouquin? Alors, la première mission, pour pas te le cacher, c'était une mission tout à fait personnelle. C'était de mettre mes idées, mes idées au clair. Et surtout, de pouvoir essayer d'expliquer dans le cadre d'un livre des choses que j'expliquais beaucoup en formation et beaucoup en coaching. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient puis voilà, c'était une histoire que je racontais qui est finalement une synthèse de tout ce que je pense et de tout ce que j'ai vécu maintenant après 20 ans d'expérience quand même sur des rôles totalement différents parce que j'étais entrepreneur, j'ai été manager, j'ai été managé, j'ai été freelance, j'ai été on va dire simple salarié en bas de l'échelle quand j'étais étudiant, donc j'ai un peu connu un petit peu tous les angles et tous les points de vue des modèles d'organisation et des modèles de management. Et donc ça m'a donné des convictions. Ces convictions, je les partageais au quotidien. Elles ont été nourries beaucoup avec mon équipe aussi. Enfin voilà, évidemment, on est tous passionnés par ces sujets-là. Et c'était un premier défi personnel. Est-ce que je suis capable de raconter cette histoire-là dans le cadre d'un livre documenté, qui tient la route, qui est cohérent et qui arrive à convaincre des gens? Parce que j'avais souvent ce feedback-là quand je faisais des formations, des gens qui me disaient est-ce que tu pourrais nous recommander un livre? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait dans la. En gros, si j'ai un livre à donner à mon directeur ou ma directrice, c'est lequel? Et je disais, en fait, j'en ai 20, j'en ai 25 des livres à te recommander. Et tout ce que je vous expliquais, c'est une synthèse de tout ça. Et puis c'est aussi moi, ma vision des choses. Et donc je me suis dit, comme ça, je pourrais recommander ce livre. Alors, juste, je fais un petit pas de côté. Ce livre, moi, je l'ai pas abordé comme véritablement comme une boîte à outils, comme il y en a. C'en est pas une. J'avais reçu Ludovic Giraudon et c'était vraiment son bouquin, c'était des vraies mises en situation. Donc, c'est vraiment une boîte à outils qui vient t'apporter des initiatives que tu fais tous les jours. Ouais, exactement, Dream Team, tout à fait. Celui-là, il y a un peu cette notion de, on va dire, presque très synthèse. Tu repars de ce qui se passe aujourd'hui. Avec une critique éclairée quand même, et tu le dis, ça vient de ton background, on y reviendra juste après. Après, il y a une deuxième partie qui est plus comment on vient de challenger ça, et puis il y a cette notion presque de solution et presque de vision, en fait, de tentative de vision, parce que bien évidemment, elle appartient à chacun. Moi, il y a quand même une phrase qui m'a interpellé. Alors, tu sais, moi, je suis quand même assez terre à terre, et les phrases un peu compliquées, j'aime bien qu'on les explique. Et tu dis à un moment donné, il faut accompagner l'émergence de l'entreprise post-digitale et post-bureaucratique. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques ça, parce que concrètement, qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? Alors, il y a toujours 3 questions dans une question avec moi. La première question, c'est qu'effectivement, c'est un témoignage. Et là, ça fait, pour le coup, je l'ai fait assez naturellement parce que j'accompagne des organisations, j'accompagne dans des ton équipes, quotidien. Dans mon quotidien, c'est mon quotidien. Et pour moi, c'est un peu les deux conditions du changement. C'est-à-dire qu'il faut à la fois prendre conscience
et parfois le déni est très puissant. Il faut prendre conscience que le modèle dans lequel on évolue est plus forcément adapté, parfois même confine un peu à l'absurdité. Et c'est un peu ce que j'ai voulu par des exemples, par des phrases assez aiguisées, de pouvoir vraiment le dire de manière assez cash, mais en ayant aussi beaucoup d'empathie, parce que finalement, moi, je pense que personne n'est vraiment responsable. On subit tous un modèle ou un système. Voilà, donc ça, c'est la première condition du changement, c'est prendre conscience, d'ouvrir un peu les yeux, de lever un peu de la tête du guidon et se dire, en fait, non, c'est peut-être pas parfait dans le monde dans lequel je vis. Voilà. Et la deuxième chose, je pense que c'est hyper important, c'est d'avoir des perspectives d'un changement. Se dire qu'une alternative est possible. Et une alternative est possible sans que ce soit le sang et les larmes, sans que ce soit... et puis ça peut être une transition voilà, douce, mais dont on peut être acteur du changement. Exactement. Et sans que ce soit un vertige total, de se dire, en fait, ok, mon monde, il est absurde, mais en fait, je ne sais pas où je vais. Et donc, c'est pour ça le livre en 2 parties. Et la deuxième partie, c'est pas du tout ni un catalogue, ni une méthode de travail. Bien sûr. C'est plutôt des éclairages, de montrer un petit peu ce que peut être l'autre monde via des exemples très concrets de boîtes, mais aussi des principes et des marqueurs. De se dire, voilà, comment des problématiques ou des sujets d'organisation qui sont censés être réglés, mais moi je trouve mal réglés dans les modèles actuels, peuvent l'être dans d'autres modèles en changeant complètement le regard. Ta deuxième question, j'ai déjà oublié. La deuxième question, pardon, c'était sur l'accompagnement de l'émergence de l'entreprise post-digitale et post-bureaucratique. Ouais. En fait, c'est aussi un des enjeux du livre. J'essaye de me mettre dans une vision un petit peu historique. En gros, l'entreprise dans laquelle on vit aujourd'hui, les modèles de management, les modèles d'organisation ont été créés il y a plus de 100 ans, la révolution industrielle. Et donc tu fais référence beaucoup dans le livre, ça peut être du Keynes, j'ai fait études d'histoire, donc le taylorisme, etc. Donc c'est peut-être je suis revenu en mode écho à la fac, moi, quand j'ai... Mais en fait, c'est une façon de dire, voilà comment on en est arrivé là. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est un modèle qui s'est construit et qui se construit avec beaucoup de pertinence parce qu'à l'époque, c'était le modèle qui convenait. Des modèles qui sont très productivistes, entre exactement, voilà, avec la séparation des tâches. Voilà, c'est de dire, voilà, on a des ouvriers, on doit faire des millions de produits à la chaîne, identiques à la chaîne. Voilà, donc on va découper des tâches et puis on va demander à des gens de faire des gestes simples et répétitifs. Ça paraît tout à fait malin. Ouais. Voilà, et puis pour ça, il faut pouvoir les coordonner, donc il faut mettre une structure managériale. Et puis comme on ne peut pas mettre un manager partout, il faut éditer des règles. Et puis on était dans une transition un petit peu aussi démocratique. Donc il y avait un enjeu aussi de définir des règles qui étaient les mêmes pour tous. Et donc pour ça, on a créé des bureaux, on a créé des directions, des managers, et puis on a créé des règles. Et ça, c'est le principe de la bureaucratie. Voilà, les règles, on définit les règles une bonne fois pour toutes, les mêmes pour tout le monde. Et puis après, on est tranquille pendant des années. Sauf que le monde, il a évolué. Le digital a explosé, l'information a explosé, les cycles de marché, j'en parle un peu dans le bouquin, sont accélérés comme jamais. Et donc, on doit faire face à... pour voir en entreprise, comme maintenant, quand on lance un projet, à peine on a fait un planning, dès la semaine suivante, on a plein de gens qui se réveillent, on a des informations nouvelles, etc. Donc, en fait, tout ça, ça tient plus. Et puis en plus, en termes de modèle, les règles, ces fameux process, ces fameux standards, c'est vraiment la base. C'est le standard, en fait, est plus valable parce qu'une règle ne peut pas être pertinente pour tout le monde. Une règle doit évoluer. Et en fait, on doit changer au plus proche du terrain et au plus proche des contraintes et des aléas que vivent chacun au quotidien. Et c'est à la fois de l'individuel, du collectif et du collectif en fonction de la boîte aussi. Exactement, il y a plein d'échelons. Et se dire que finalement, chaque contexte est différent, chaque individu est différent, chaque équipe, même dans chaque boîte, chaque équipe peut avoir un contexte différent et doit définir des règles, ses propres règles, tout en tenant compte des contraintes et puis des enjeux de tout le monde. Et voilà, c'est ça. Et en faisant de l'amélioration continue, en faisant de la co-construction, tout ce que fait très mal la bureaucratie. En fait. Ouais, complètement. Et justement, tu t'évoques dans le bouquin, moi, un truc que j'ai beaucoup aimé, qui est, t'opposes l'entreprise qui fonctionne avec un esprit très concurrentiel et l'autre qui fonctionne avec un esprit très communautaire. Ouais. Donc, c'est pas forcément manichéen, c'est pas ça marche pas et l'autre ça va marcher, etc. Il y a cette notion effectivement de non-prédictabilité, enfin tu sais pas si ça va effectivement fonctionner, mais le fait, en fait, t'opposes quand même pas mal les deux.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense qu'il suffit de passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois en entreprise pour se rendre compte un peu de la violence que ce modèle hiérarchique, que cette pyramide induit. En fait, il y a une espèce de double concurrence. Il y a une espèce, une concurrence verticale. C'est-à-dire que dans une pyramide, plus on va vers le haut, moins il y a de postes. Ouais. Donc il y a une concurrence sur les postes. Et puis il y a une concurrence horizontale. C'est-à-dire qu'il y a des silos métiers. Et finalement, les Il n'y a silos pas de porosité entre les... les silos parfois se font la guerre. Ouais, Et en bien fait, sûr. moi, je suis toujours... j'essaie de garder comme ça, depuis le début que je bosse, une espèce de naïveté dans ce que j'observais. Et je suis toujours halluciné par le temps et l'énergie que dépensent les équipes à parler des gens et pas parler des projets, ou pas parler des sujets, ou pas parler des clients. C'est-à-dire que tu vas dans une grosse boîte, mais même parfois dans une petite PME, Ouais, même parfois dans une petite boîte, bien sûr. voilà, on parle, on parle tactique, on parle mais qu'est-ce que va penser machin, ou tiens on pourrait faire ce projet comme ça, on va couper l'herbe sous le pied de telle direction. Enfin, voilà, c'est vraiment presque les directions les unes contre les autres. Et pendant ce temps-là, on oublie les clients, on oublie les marchés, on oublie les concurrents, on oublie sa mission en fait, ce pourquoi on est là. Et évidemment, tout ça, c'est alors beaucoup exacerbé par l'accélération des cycles de marché. Avant, quand on avait 4, 5 ans, 6 ans pour faire une nouvelle offre, chaque silo pouvait travailler les uns après les autres, et puis on se passait le ballon comme ça. Ouais, tu avais une temporalité qui était Voilà, il y en a qui concevaient, puis après les autres fabriquaient, puis après les troisièmes distribuaient. Voilà, finalement, on était proche de son métier, donc il y avait assez peu d'échanges entre les silos, mais voilà. Et puis on pouvait se permettre aussi de faire des produits de mauvaise qualité, comme il n'y avait pas beaucoup d'offres, et puis qu'on pouvait mettre de la pub. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus pointé du doigt, c'est plus complexe. Exactement, il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup, les cycles s'accélèrent, donc en fait, on n'a pas le choix que de travailler ensemble. Et en fait, ça, finalement, on exacerbe la concurrence entre les métiers. Et puis, aussi, un autre facteur, c'est l'opacité dans les boîtes, qui fait que ça nous rend parano. Moi, quasiment tous les jours, j'ai des exemples. Je vais avec des équipes qui me racontent un peu leur malheur et qui me disent « Ah, mais c'est la faute de telle direction parce qu'en fait, ils n'ont pas donné l'information ou parce qu'ils ont fait ça contre nous. » Enfin, etc. Il y a une énergie dingue qui est dépensée entre les équipes. Et puis finalement, qui crée de la frustration, et qui de la crée défiance, de la défiance, du désengagement. Enfin, tout ça, c'est vraiment un moteur quand même assez toxique. Et puis finalement, en fait, quand tu rencontres toutes les équipes et que tu mets les choses à plat, en fait, tu te rends compte aussi que finalement, c'était beaucoup de paranoïa. Et qu'en fait, au final, tout le monde essaye de bien faire, mais tout le monde pense que l'autre essaye de lui voler la place. Donc, il y a un des enjeux, c'est la circulation d'informations, tout simplement, la transparence. Exactement, voilà. Et puis de se dire qu'il y a un moment, une équipe, ça peut pas être une équipe de gens qui font que les mêmes métiers. Voilà, il y a un moment, une entreprise peut pas vivre qu'avec des RH ou qu'avec du juridique ou qu'avec avec des développeurs, enfin des informaticiens. Il y a besoin d'hybrider, c'est même le sens d'une entreprise. C'est vraiment des gens différents, qui ont des expertises différentes, qui travaillent ensemble pour produire ou inventer quelque chose qui n'existe pas, et puis qui essayent de le mettre sur un marché. Voilà, c'est ça le sens de l'entreprise. Et justement là-dessus, ce qui est complexe, c'est ce mélange-là dont tu parlais, où effectivement un modèle très pyramidal. Alors on va revenir après sur un autre exemple où effectivement la pyramide, elle peut être plus ou moins large. En tout cas, il y a cette notion de nombre de collaborateurs qui sont liés au manager. Mais je voudrais revenir justement sur un autre point qui m'intéresse particulièrement. C'est, toi, tu parles dans le livre notamment d'alléger la structure d'organisation et de l'émergence de l'organisation matricielle. Et en fait, c'est plus de personnes sous l'égide d'un manager et donc moins de managers et une structure un peu moins pyramidale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça peut être une bonne piste sans forcément que ce soit la structure de demain, c'est plutôt la structure potentiellement d'aujourd'hui qui permet une petite évolution? En fait, ce que je dis dans le livre et ce que j'explique, parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que tout ce que je dis là, finalement, il y a beaucoup de gens qui m'ont pas attendu pour faire le constat. Bien sûr. De voir que le modèle hiérarchique ne marche pas, que ça crée de l'inertie, que ça rend les jobs de manager quasiment impossibles, parce qu'en fait, vous avez une responsabilité dingue. Oui, il y a une charge. Il y a une charge qui est... Enfin, vraiment, moi, presque ce livre, je l'ai fait aussi, presque surtout pour les managers, parce que je critique beaucoup le modèle managérial, donc ça pourrait paraître comme une charge contre les managers. Et au contraire, enfin, je leur tire mon chapeau tous les jours, parce que en fait, souvent, leurs journées, leurs semaines sont impossibles. Ils doivent gérer de la complexité infinie. Voilà, et en plus, ils sont responsables de
presque du bonheur, ou en tout cas, on de leur plus en présente. plus aujourd'hui, en tout cas. Ouais. Ils sont responsables de l'expérience de leur de leur manager. Alors, Voilà. Et donc, le réflexe, c'est de se dire, et moi je trouve que c'est plutôt un bon réflexe, c'est de se dire, finalement, un collaborateur, il a plusieurs vies, il a plusieurs angles dans son travail. Il a besoin de développement personnel sur une expertise, il peut avoir des besoins d'accompagnement dans l'entreprise, puis surtout, il peut travailler sur un ou plusieurs projets. Et donc, il faut casser cette logique de manager unique. Et ça, c'est le développement du matriciel, c'est de se dire, finalement, Tim, il a un manager, mais derrière, en fait, il travaille sur un autre projet, donc il va avoir un deuxième manager, c'est le fameux manager fonctionnel versus le manager hiérarchique. Donc l'intuition est plutôt bonne. Et de se dire, c'est à lui qui doit rendre des comptes, et il ne va pas rendre des comptes toujours à son manager hiérarchique, parce qu'en fait, au quotidien... Donc l'intuition est bonne, mais j'essaye de montrer, en fait, que c'est une impasse. C'est-à-dire que c'est un très bon réflexe, mais c'est une impasse, parce qu'en fait, vous démultipliez le management, mais tout en gardant un management hiérarchique. Et donc, ça complique encore plus la tâche du manager hiérarchique, qui est obligé d'aller se coordonner avec les autres managers. Voilà, on parlait de transparence, de circulation d'informations. Qui parfois sont en concurrence avec lui, et ça amène à des situations. Moi, j'ai discuté avec des managers hiérarchiques qui me disaient je dois faire un entretien annuel avec une personne. Donc, en fait, sa vie et son avenir dans l'entreprise, et même sa carrière professionnelle dépendent de moi. Je ne l'ai quasiment pas vu de l'année parce qu'ils sont avec... Parce qu'il était sur d'autres projets sur lesquels etc. Et même, il y a un problème d'équité parce que moi, je dois distribuer les enveloppes d'augmentation. Et puis, j'ai des collaborateurs que je vois tous les jours. Et puis, j'ai des collaborateurs que je vois quasiment jamais. Donc, forcément, je vais forcément plus favoriser ceux que je vois tous les jours. Donc, on ne se rend pas compte que c'est une bonne intuition matricielle, mais ça crée aussi d'autres formes de complexité. Parce qu'on ne change pas ce paradigme. Et c'est presque le paradigme qui est au cœur de ce sujet-là, et qui est pour moi la grande révolution de ces prochaines années, c'est que le responsable du collaborateur, c'est son manager. Alors que moi, je pars du principe qu'un collaborateur est un adulte responsable, que dans l'entreprise, on fait des choses, que dans la vie de tous les jours, on fait des choses qui sont bien plus compliquées que ce qu'on fait dans la vie professionnelle. Et donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui qui empêcherait le fait que chaque collaborateur doit être son propre responsable. Et à partir du moment où vous changez ce paradigme, en fait, vous enlevez toutes les complexités. Parce que c'est plus au manager de se coordonner pour savoir quelle va être l'augmentation, mais finalement, c'est le collaborateur, dans le cadre d'un process défini par l'entreprise, qui est le mieux placé pour savoir quelles sont ses marges de progrès, par qui il peut être aidé, ce dont il aurait besoin pour progresser. Est-ce qu'il a besoin d'une formation, quand est-ce qu'il doit partir en congé, etc. Enfin voilà, on est des adultes responsables, et il n'y a pas vraiment de raison aujourd'hui, si ce n'est finalement cet héritage de la révolution industrielle, il n'y a pas vraiment de raison aujourd'hui de pas laisser cette responsabilité aux collaborateurs. Alors moi, j'ai quand même une question là-dessus. Tu verras, j'ai toujours un peu des questions popcorn au poil à gratter, mais là-dessus, tu dis effectivement tous les collaborateurs doivent être en mesure d'être leur propre manager. Et en fait, je dirais dans la chaîne de valeur, parce que ce n'est plus une pyramide, dans la chaîne de valeur, ça va un peu sur tous les niveaux de seniorité et de maturité. Ça va même jusqu'au CEO, qui lui aussi doit être son propre manager. J'entends ce point. Moi, là-dessus, on reviendra sur le concept un peu plus en profondeur, mais ça induit une notion d'autonomie très forte, une notion de capacité à monter en compétence tout seul. Est-ce que ça, aujourd'hui... c'est des choses dont, dans la culture française du professionnel, du travail aujourd'hui, est-ce que c'est pas quelque chose qui est pas utopique, mais en tout cas qui est déjà assez loin? Assez loin, je sais pas vraiment comment le mesurer, mais tu as entièrement raison, c'est vraiment le sujet. Alors j'essaie toujours de limiter les anglicismes, mais celui-là, j'ai pas trouvé alternative d'empowerment. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment l'enjeu du management, et encore une espèce de changement de paradigme, c'est que le management, historiquement, c'est une structure de contrôle. Et en fait, ça doit être vraiment une structure qui doit favoriser l'empowerment. C'est-à-dire la capacité de chacun à pouvoir progresser, à pouvoir donner le meilleur de lui-même, à pouvoir organiser ses rythmes et tout ça. Et effectivement, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est sûrement presque un enjeu, je sais pas si civilisationnel, mais en tout cas qui doit se faire à l'échelle de plusieurs générations. Et évidemment, c'est une éducation.
Mais c'est une éducation qui passe aussi par la pratique. C'est-à-dire que sinon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire que comme on a peur que les équipes ne soient pas totalement empowerées, du coup, on ne les rend pas autonomes. Sauf qu'en ne les rendant pas autonomes, on ne favorise pas l'empowerment. C'est un peu cette... Un cercle un peu néfaste, ouais. Exactement. Et moi, en fait, je remarque, pour le coup, c'est mon quotidien, à chaque fois que tu mets des équipes autonomes, en fait, les gens se responsabilisent. À partir du moment, surtout, alors moi je travaille beaucoup dans les domaines tertiaires, dans les domaines assez tech, tu vois, donc en fait les gens sont autonomes. Rapide, c'est plus Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Et puis j'ai envie de dire, les gens dans leur vie sont empowerés, ils n'attendent pas qu'il y ait une personne qui leur dise quoi faire tous les jours. Et je le dis à un moment dans le bouquin, il y a des gens qui se débrouillent, il y a des gens qui apprennent à bricoler, qui apprennent plein de loisirs, qui apprennent à faire du sport juste en regardant des tutos YouTube. Enfin, on en est tous là aujourd'hui. Ouais, pourquoi ce ne serait pas le cas dans l'entreprise? Ouais, alors, je reviens juste sur un point que tu évoques, moi, qui m'est cher, et pour pas dire très cher, c'est, je pense qu'il y a vraiment, je veux pas être manichéen, mais il y a une différence entre le tertiaire et le primaire et le secondaire. Moi, aujourd'hui, dans l'activité que j'ai sur effectivement tout l'accompagnement arc employeur, changement culturel, je rêve du moment où on sera à ce niveau de facilité sur des secteurs, sur le secteur primaire et secondaire, comme on l'est un peu sur le tertiaire, tu vois. Donc là, je pense qu'il y a plus de travail. C'est là où j'espère qu'effectivement ton livre peut être passé. Tu le disais, s'il y a un livre à recommander, n'hésite pas à le passer effectivement à des dirigeants d'entreprises du BTP, comme on peut trouver. Moi, j'en accompagne pas mal. Et du coup, là où dans le tertiaire, ça peut être potentiellement plus rapide, ça peut se faire à l'échelle de mois, on va dire, potentiellement. Effectivement, sur ces secteurs-là, ça va être beaucoup plus long. Je reviens sur un exemple parce que il est important. Tu parles de Make Sense, effectivement, j'ai eu l'occasion de recevoir des gens de Make Sense l'année dernière, je crois, sur effectivement toute cette logique de repenser la gouvernance d'entreprise. Et un point en particulier que tu évoques, qui est un exemple assez frappant, c'est on parlait d'autonomie et justement des entretiens semestriels où c'est une galère, je veux dire, quand tu es manager. Moi, je me souviens dans mes anciennes boîtes, c'était l'embouteillage où tu dois faire 6 entretiens dans la semaine. J'en parle dans le bouquin. Bien sûr, évidemment. et ça m'a fait sourire parce que je me souviens, j'étais un peu à la one again, tu vois. Je remplissais mes trucs un peu au dernier moment, j'essayais de me projeter, et puis en même temps, j'avais du boulot, donc ça faisait des... Mais c'est le symbole du goulot d'étranglement du modèle managérial. Exactement. Exactement. Alors eux, ils ont une manière un peu particulière de le faire, c'est ils demandent, c'est l'organisation qui va avec, il y a probablement un monde entre les deux, mais ils demandent aux collaborateurs effectivement de s'auto-évaluer, d'arriver avec son niveau de prochaine rémunération, et tu as cette espèce de décision par cercle. Ma question c'est, je disais, il y a un peu un monde entre les deux, entre les trucs un peu classiques où tu te vois tous les semestres, etc. Et celui-là où tu es presque totalement libéré, et puis tu viens juste consulter et argumenter, contre-argumenter avec une équipe. Il y a quoi entre les deux qui est une bonne transition? En fait, je vais juste revenir quand même sur le tertiaire et le secondaire, et le primaire, mais moi j'essaie d'être assez humble, je connais surtout le tertiaire, donc j'essaie surtout de mettre en avant les sujets tertiaires, et puis j'essaie de me dire, voilà, c'est ça que je connais, et ça je peux dire que là ça marche, j'ai les exemples pour le prouver. Après, comme mon intuition quand même, et pour voir quand même pas mal d'exemples, et notamment dans pas mal de livres autour des entreprises libérées, autour des entreprises opales et tout ça, finalement il y a plein d'exemples dans l'industrie. Il y a plein d'exemples aussi dans d'autres contextes que le tertiaire. Donc a priori, je vois pas ce qui fait que ça ne marche pas ou que ça ne marcherait pas dans le primaire et le secondaire. En fait, ce qui rend, pour moi, les deux facteurs qui rendent ces nouveaux modèles plus compliqués, c'est d'abord l'effet de taille. Faut pas se leurrer, c'est plus facile à faire à 10 qu'à 100, qu'à 1000 ou qu'à 100 000, c'est évident. Et donc l'enjeu ici, c'est comment tu arrives à redécouper cette complexité pour travailler en plus petites équipes. Et puis la deuxième, c'est l'enjeu, on va dire, d'empilement de culture. Et forcément, quand tu as une boîte qui a 50 ans et qui a toujours fonctionné comme ça, c'est forcément beaucoup plus difficile ou beaucoup plus ardu que quand tu viens de créer ta boîte et qu'elle est toute présente et que tu pars d'une feuille blanche. En tout cas, pour répondre à ta question, je pense que la clé, en fait, c'est... Donc, on a parlé beaucoup de ce qu'on appelle le self-management. Donc, vraiment, de se dire que on est son premier manager. Et finalement, quand on dit tous manager, c'est déjà
on doit être son propre manager pour tout un tas de sujets. Et en fait, on se rend compte que il y a plein de sujets, quand c'est réglé par les personnes elles-mêmes, en fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et que ça crée beaucoup moins de tension. Je pense par exemple au congé, au rythme, au télétravail par exemple. Mais après, surtout, l'échelon, c'est le management par les pairs. Voilà. On sait très bien que quand on se transforme et on va vers ces modèles-là, en fait, ça fait émerger une structure de managers. On peut les appeler les leaders, on peut les appeler les facilitateurs, mais des gens qui, par leur expérience ou par leur position ou par leur nature ou par leur envie, tout simplement, ont envie un peu d'être ces facilitateurs. Ouais. Et finalement, c'est un petit peu la courroie de transmission et de transformation de ces modèles-là, qui évite de lâcher dans la nature des gens qui, comme on disait tout à l'heure, ne sont pas totalement empowerés ou alors ne sont pas... mais en fait, et j'ai envie de dire que cette structure de manager, au sens leader, au sens facilitateur, est d'autant plus pertinente qu'elle n'a plus le lien de subordination. Parce que si vous gardez le lien de subordination, en fait, ça ne peut plus marcher. Pour toi, à la lecture du bouquin, alors déjà, moi, il y a un truc sur lequel je te taquine un peu, mais quand on parle de management et de manager, entre pairs, moi, j'ai envie de dire que c'est de la collaboration, il y a une notion de leadership, il y a une notion d'échange, et en fait, le management est presque totalement gommé, si j'ose dire, et quand tu es autonome, c'est plus du management, c'est quand tu es capable de prendre des décisions tout seul, c'est cette notion d'autonomie. Mais en fait, je trouve que profondément, ce dont tu parles dans le bouquin, sur les changements organisationnels, c'est à la fois, il y a le sentiment d'appartenance, mais c'est au fond le premier levier d'action, enfin le premier levier de changement, c'est la culture. Et c'est la culture collective, mais c'est aussi la culture individuelle. Et en fait, même si tu dis dans le bouquin, et corrige-moi si je me trompe, que finalement tu peux quand même mener des initiatives qui vont être des initiatives de changement, de façon de travailler, de collaboration, notamment sur la partie management et sur la partie verticale, hiérarchique, etc. Mais que finalement, il y a quand même un travail de fond et de balisage qui doit être fait, sans quoi, sinon, c'est pas pérenne, en fait, tout simplement, quoi. En fait, pour être plus clair, il faut reposer la définition de ce qu'est le management pour savoir ce qu'on met derrière un manager. Et là, en fait, pour moi, j'ai essayé de le faire. Alors, pour le coup, c'est pas une définition académique, mais c'est ma définition. C'est ta définition de perso. C'est une définition perso, puis un peu historique. Finalement, le management, c'est... alors, je sais plus comment je le dis exactement dans le bouquin, mais c'est l'ensemble des structures et des capacités qui favorisent un travail collectif. Voilà. Donc, il se trouve qu'il y a 100 ans, ça a été traduit par d'avoir des lignes hiérarchiques pour pouvoir contrôler le travail, pour pouvoir contrôler les ouvriers et pour pouvoir synchroniser et coordonner les tâches et pour pouvoir faire en sorte que les décisions qui étaient prises par ceux qui étaient responsables puissent être appliquées. Voilà. Et donc, on a traduit ce besoin de faciliter le travail collectif, de prioriser, de décider, par une structure managériale dans laquelle de managers en qui on avait confiance. Par opposition, ça veut dire que surtout on n'avait pas confiance. Exactement. Tu parlais de contrôle tout à l'heure, c'est ça. Exactement. Et en fait, les managers, c'est devenu ça. Et sauf qu'aujourd'hui, si on reprend littéralement la définition de ce qu'est le management, on se dit pourquoi, à partir du moment où le management, c'est créer le cadre de travail et les conditions collectives, les conditions qui permettent un travail collectif, pourquoi ça devrait être réservé à une minorité, alors qu'en fait, en 2023, tout le monde doit contribuer à ça. Tout le monde doit... et finalement, moi, je vais construire une partie du cadre de travail parce que tout simplement, je suis le mieux placé pour savoir de quel cadre de travail j'ai besoin. Voilà. Donc, c'est un peu, moi, cet essai de révolution, de changer ce schéma mental et de se dire que, en fait, le manager, le cadre, le responsable, en fait, ça, c'est tout le monde. Tu vois, c'est dans une équipe. Tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer à la résolution des problèmes. Tout le monde doit potentiellement donner un avis sur une décision. Ça ne veut pas dire que tout le monde décide, ou alors ça ne veut pas dire que tout le monde décide la décision, mais potentiellement. Sauf que dans la vraie vie, tout le monde n'a pas toujours envie de participer. On parlait des vidéos tout à l'heure où effectivement il y a du désengagement, mais
Du coup, c'est quoi? C'est un tri naturel qui doit se faire? Ouais, je pense que pour le coup, chacun peut adapter aussi son niveau d'engagement Ok. par rapport à Mmh. ses envies. Mmh. J'ai peut-être envie de décider quand est-ce que je pars en congé. Mmh. J'ai peut-être envie de décider quels sont mes outils de travail. Mais j'ai peut-être pas envie de décider quelle est la stratégie pour développer le produit. Mmh. Parce que d'abord, je me sens pas légitime ou parce que J'ai tout simplement pas voilà, j'ai pas avis. Ça, Mmh. pour le coup, il n'y a pas de. Il y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment de sujet. Et puis même, j'ai envie de dire qu'à des moments dans la vie, on est plus ou moins investi. Ouais. Il y a des moments où on a envie de prendre plein de responsabilités parce que ça correspond à un moment de notre vie où on a du temps, où on a Mmh. de la motivation, on a de la charge mentale et tout ça. Et puis il y a des moments où on prend un peu plus de recul et on a moins envie de prendre ses responsabilités. Et c'est pas grave, il y en a qui prennent le relais Mmh. et ça se fait. Mmh. Là, on en parlait avec avec mon équipe. En fait, il se trouve que l'année dernière, je me raconte un peu mon anecdote, ma vie perso, mais l'année dernière, j'ai eu un deuxième enfant. Et en même temps, j'écrivais le bouquin. Donc, il se trouve que d'un point de vue perso, j'avais pas mal de charge mentale. Ouais, bien En sûr. plus, un enfant qui dort pas bien la nuit. Ouais. Voilà. Et il se trouve que j'avais plus l'énergie pour, pour animer la boîte, pour animer le collectif, pour aller chercher des nouveaux clients et tout ça. Et en fait, assez naturellement, et quasiment sans se le dire, Mmh. en fait, mes collègues ont pris la place. On a fait notre meilleure croissance l'année dernière. Mmh. Moi, j'y suis pour rien, alors que je suis le fondateur de la boîte. Et c'est une phase. Non, je crois pas que t'y sois pour rien parce que en fait, alors, je sais pas pour te brosser dans le sens du poil, mais le fait d'avoir que d'autres collaborateurs se soient sentis en capacité de te proposer de reprendre la main, etc. Pour moi, c'est une notion de culture. En tout cas, c'est Complètement. de culture innée ou de culture travaillée, peu importe. Mais de se dire, en fait, je viens prendre ce qui dépasse un peu, ce qui déborde du vase de mon pote, de mon associé, de mon collaborateur avec qui je bosse, etc. Et j'en prends pour moi parce qu'en fait, je me sens en disponibilité, en capacité de le faire. Exactement. Et pour moi, effectivement, mais tu l'as dit, hein, la première chose à faire, et en même temps, je dis la première chose, mais ça prend du temps, c'est de créer une culture, même dans une équipe. Une équipe doit avoir sa propre culture. Ce qui est potentiellement plus simple que de recréer une culture sur une grosse boîte et de se dire, en fait, de fonctionner par petites équipes, des petits cercles. Exactement, ça c'est la clé de la transformation. Tous ceux qui font travailler dans ce sujet. Moi, je pense que finalement, paradoxalement, on peut transformer à l'échelle individuelle, mais l'impact n'est pas ouf. Ouais. C'est très difficile de transformer à l'échelle d'une entreprise parce que trop de complexité, parce que trop de diversité. Ouais. Et pour moi, l'échelon naturel, et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on se focalise beaucoup chez Grande là-dessus, c'est de transformer au niveau d'une équipe. Voilà. Et puis, quand on est entreprise, vous arrivez à transformer une équipe de 10 personnes, puis une équipe de 50 personnes, puis 100 personnes. Voilà, progressivement, vous transformez la culture. Il y a des équipes qui deviennent leaders, qui deviennent aussi évangélisatrices. Ouais. Et qui commencent à dire, voilà, nous on travaille différemment et ça fait envie en général. Voilà, mais en fait, c'est comme ça qu'on crée une dynamique un peu de transformation et qu'on arrive petit à petit à changer la culture, parce que la culture, ça se décrète pas, quoi. On ne dit pas, tiens, allez, demain, vas-y, on va passer entreprise libérée, entreprise opale, on arrête la hiérarchie. Enfin, voilà, oui, mais c'est par la pratique et par les exemples. Le fait de travailler par plus petites équipes à taille humaine, ça te permet d'avoir une culture qui ressemble plus aux individus qui composent l'équipe, même en ayant peut-être une clé de voûte sur une culture plus globale après, pas de raccrocher les wagons, alors c'est peut-être faire un peu les choses à l'envers, mais du coup d'avoir, je dirais aussi des spécificités selon les équipes, quoi. Et puis on parlait aussi de concurrence tout à l'heure, mais quand vous êtes une équipe, que vous avez tous les métiers pour réussir votre mission, donc vous avez toutes les conditions d'autonomie et de responsabilisation, forcément, vous générez tout de suite de la coopération. Voilà. Parce que vous n'êtes pas en concurrence. Ouais, voilà. Et donc, forcément, vous créez une culture de la coopération assez naturelle, parce que je pense que là, pour le coup, c'est une vraie conviction, c'est que je pense qu'on est une espèce très collaborative et très coopérative par nature. Et moi, c'est ce que je vois j'allais dire, dans quasiment toutes, mais dans toutes les expériences que je vois. En fait, je suis toujours subjugué, presque agréablement surpris à chaque fois que j'accompagne une équipe dans l'autonomie, par l'énergie que ça dégage, par la culture qu'il crée, par l'engagement, par la créativité, et même des gens qui étaient assez désengagés ou assez désabusés. En fait, en quelques semaines, quelques mois, ils deviennent, presque, tu sais, me dire, faut pas que ça s'arrête, quoi, parce que je vais avoir du mal à revenir comme avant. Ouais, bien sûr. Et ça a un impact immédiat sur tous ces éléments-là, je trouve que c'est assez fort. Moi, j'ai quand même une question un peu plus terre à terre. On a parlé de culture, de sentiment d'appartenance. Moi, j'aimerais savoir si tu as dans le bouquin, tu les as, on va voir si tu les connais par cœur. Les conseils tout de suite. Non, il n'y en a pas beaucoup. Les conseils pour sortir du management hiérarchique. C'est quoi les conseils, un peu les premiers tenants aboutissants, justement, pour en sortir?
Il y a quelques petits changements de paradigme comme ça à faire, alors qui sont faciles à dire. Voilà. Et après, il y a une complexité ou pas de... La première chose, c'est de décorréler on va dire l'organisation opérationnelle et le management des gens. Voilà. Parce que c'est deux choses qui sont finalement assez différentes. Bien sûr. Et moi, dans toutes les organisations que je mets en place, en fait, les gens sont toujours un peu étonnés parce qu'en fait, l'organisation opérationnelle est ultra disciplinée, ultra rigoureuse, parfois ultra hiérarchisée, parce qu'il faut beaucoup d'autorité. Mais j'ai envie de dire que c'est une autorité, une hiérarchie assez saine. C'est-à-dire que tu as des produits, tu as des équipes produits qui sont regroupées en marché. Enfin voilà, tu as des. C'est très structuré. Tu as des très travail, aussi, mais c'est très verticalisé. Mais je veux dire, c'est fait by design pour que l'information elle circule au bon endroit. C'est-à-dire que quand tu regroupes des équipes produits en marché, c'est parce que tu te dis qu'il y a des spécificités au marché. Et il y a des spécificités dans l'offre et dans le produit et dans les clients, mais il y a aussi des spécificités plus haut sur le marché. Il faut que ces équipes produits se parlent. Et donc, il y a un moment, c'est important qu'elles se synchronisent et qu'elles ont peut-être moins besoin de se synchroniser que dans d'autres marchés où il y a moins de problématiques communes et qu'elles n'ont pas besoin de se parler tous les jours. De fait. Voilà. Et pareil, dans les équipes, il y a énormément de leadership. On sait qui a l'autorité. Moi, je parle beaucoup d'ownership. Ça vient un peu de cette culture agile. On sait qui, en dernier recours, doit prendre la décision. On sait qui est leader. Et en fait, on dépense beaucoup d'énergie à clarifier et à définir ça. Parce que en fait, sans ça, tu peux pas travailler. En fait, cette rigueur, cette discipline, c'est le minimum que tu dois à ton équipe pour les mettre dans les meilleures conditions de travail. Ouais. Et évidemment, en faisant participer tout le monde, en améliorant. Et donc ça, c'est l'organisation opérationnelle. Mais il ne faut pas que le management des gens soit collé à cette organisation opérationnelle. Sinon, on retombe exactement dans les mêmes écueils. Voilà, sur l'inertie et sur les problèmes que pose la subordination. Et là, en fait, de se dire que, ok, tu vas travailler dans une équipe produit, voilà, par rapport à tes compétences, mais derrière, en fait, tu peux être accompagné par tout un tas de gens pour t'aider et t'accompagner dans ton parcours dans l'entreprise. Si tu as un besoin sur une expertise, tu vas peut-être pas forcément demander au leader de ton équipe, parce qu'en fait, peut-être que lui, il n'a pas le même métier. Il n'a pas le même métier que toi. Ou si tu as un problème peut-être de savoir-être, ou tu as un problème de posture, en fait, c'est peut-être pas lui le meilleur coach pour le faire, mais tu vas trouver une autre personne. C'est peut-être pas lui, peut-être que la personne est nouvelle dans l'entreprise. Donc, si tu as besoin de comprendre un peu des fonctionnements, des méandres ou des points de détail de culture dans l'entreprise, tu vas peut-être demander à une autre personne. Et c'est là où la responsabilité de l'entreprise est très forte. C'est de faciliter cette rencontre et le fait que chacun puisse faire ce que j'ai dit, son propre réseau de managers. Mais j'ai envie de dire un peu comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a les réseaux sociaux, on est sur LinkedIn, on se fait son propre réseau. Et c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. En tout cas, ça ne devrait pas être plus compliqué dans l'entreprise. Ça, c'est le premier changement un petit peu que je conseille moi. Et juste, et après on perdra peut-être le fil, mais c'est pas grave, on rebouclera. Là-dessus, sur la notion de réseau de manager, tu n'as plus N collaborateurs pour un manager, mais tu as un collaborateur et N manager. Pour N manager. Ouais. Alors, je remets ça en parallèle de ce que tu disais au début. Est-ce que ça ne crée pas un peu ce côté serpent à deux têtes où en fait, alors il y a moins de gens en dessous, mais du coup, est-ce que c'est pas déphasant pour un collaborateur de se dire putain, je sais pas exactement, faut que ça soit tu parlais de cette clarification, faut que ça soit très clair pour se dire qu'est-ce que je vais chercher auprès de quelle personne, pourquoi. Exactement, et tout ça c'est évidemment un muscle. Enfin, ça demande beaucoup d'entraînement par la pratique. Ok. Donc tu essuies un peu les plâtres potentiellement au début, quoi. Bah oui, mais forcément. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave parce que dans ce genre d'organisation, on met en place des filets de sécurité. Souvent au départ, on met quand même un tuteur, tu vois, ou un mentor, après on l'appelle un peu comme on veut, qui va pas être ton N+1, mais qui va être vraiment ton guide pour t'aider à t'accompagner dans cette autonomie. Et c'est cette notion de coach, quoi, presque. Exactement, cette notion de coach. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet aussi de valoriser des gens qui sont expérimentés et qui peuvent te guider dans les méandres ou dans la complexité de l'organisation. Et donc, ça se fait assez facilement. Et voilà, et surtout, on gagne énormément parce que ce que je dis, c'est on recrée une nouvelle simplicité. C'est-à-dire que aujourd'hui, en général, je parlais d'opacité. Les entreprises sont ultra processées. Souvent, les process, on les connaît pas bien. Moi, je vois dans plein de boîtes des gens qui savent pas qui doit prendre quelle décision. Enfin, c'est toujours dès que tu as un sujet un peu transverse ou dès que tu as un sujet un peu nouveau, on sait pas qui est responsable de quoi.
en général, les outils sont pas très accessibles, sont pas très UX, tu vois, tous les intranets et les outils. Donc, l'expérience est pas géniale. L'expérience dans l'entreprise en moyenne, on va dire, est pas géniale pour le collaborateur. Et donc, ce qu'on lui dit, c'est pas grave parce qu'on te met un manager et il pourra répondre à toutes tes questions. Voilà. Et donc, c'est très confortable. Parce qu'on dit, tu as un problème avec ton équipe, bah, tu vas voir ton manager. Tu as un problème avec tes congés, tu as un problème avec ton salaire, tu as un problème avec ton collègue, tu as un problème avec tes outils. En fait, va voir la réponse qui est ultra simple, c'est va voir ton manager. Oui, c'est qui est assez drôle d'ailleurs. Voilà. Et puis après, charge au manager démerde-toi, quoi. de démerder, d'avoir les réponses pour chacun. Donc. Et parce que le manager, on n'a pas envie qu'il nous dise je sais pas. Bah voilà. Il y a cette notion et lui il n'a pas envie de dire je sais pas. Parce que c'est son taf. Parce que c'est son boulot en fait de répondre. Parce que lui aussi il fait et son rôle de manager, c'est d'être au service et de répondre à tous ces sujets. Et ce que j'explique, c'est que finalement la nouvelle simplicité, c'est d'arriver à faire en sorte que chacun à son niveau puisse répondre à toutes ces questions. Donc tu y réponds comment ? Parce que le cas de travail il est clarifié, que tu sais comment tu dois prendre tes congés. Que les problèmes ils sont pensés, que si j'ai un conflit avec une personne, je sais comment le régler. Si je suis pas d'accord avec une décision, je sais aussi comment le faire. Si je veux lancer un projet, je sais comment le faire, etc. Voilà. Et ça, c'est la condition sine qua non de l'autonomie. Et donc évidemment, toutes les entreprises qui basculent sur ce modèle-là, mais chez Make Sense, évidemment, c'est Alizé que tu avais reçu. Oui, tout à fait. T'en as parlé, mais il y a un énorme investissement sur de clarifier le cadre de travail. C'est pour ça que j'en parle un peu dans le livre, mais il y a un peu l'argument de réduire ces structures managériales, c'est une économie. Alors oui, mais en même temps, tu dépenses aussi beaucoup. Moi, je pense que c'est plutôt un gain en termes de productivité et de créativité. Mais par contre, tu dois énormément dépenser dans, on va dire, l'animation, la documentation et l'amélioration de ton travail. Bien sûr. Et d'ailleurs, si tu vas dans cette logique de clarification, tu l'as dit, qui doit être extrêmement documentée, qui doit être finalement assez rigoureuse, ça peut même aller jusqu'au manager qui va jusqu'au collaborateur qui va choisir. Exactement. Tu vas aller choisir un peu ton référent en fait et dire mais sur ce sujet-là, moi j'ai envie que ça soit cette personne-là, etc. Donc il y a aussi cette notion de valorisation de l'interaction de la personne qui est choisie. Et ça, c'est quelque chose que tu as déjà vu, que tu as déjà connu. Ouais, alors moi, à titre perso, quasiment dans nous, c'est ce qu'on fait au quotidien chez Grand. Mais j'en parle, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Erwan de Fly the Nest qui explique ça, qui est CEO et qui dit moi aussi, je suis manager. Voilà. Et je trouve que c'est le meilleur exemple en fait de dire dans une pyramide qui manage le CEO personne alors que le CEO il a besoin de feedback, il a besoin d'accompagnement. Un CEO c'est pas parce qu'il est CEO qu'il est parfait. Il a besoin de progresser, il a besoin de s'ouvrir, de peut-être aussi prendre ses congés. Non, bon, là c'est peut-être un sujet à part, mais et ce qu'explique Erwan, c'est que lui aussi il a besoin d'être managé. Donc lui aussi, il va aller choisir. Et parfois c'est intéressant de se dire que tu vas aller demander que pendant 6 mois, en fait, tu vas être accompagné pas forcément par quelqu'un qui est partenaire ou qui a un gros niveau de seniorité ou de responsabilité, mais quelqu'un qui va t'accompagner et qui va t'aider. Et moi, je trouve ça génial, en fait, parce que moi, je serais CEO d'une grosse boîte, en fait, je travaillerai à fond là-dessus, parce que je pense que la meilleure manière de voir sa boîte, c'est d'aller se faire manager par des gens qui sont, pour certains, assez récents dans l'entreprise, par exemple. Oui, c'est un sujet qu'on va réévoquer juste après, la retraite et les seniors, parce que tu as écrit une tribune là-dessus, en partie. Le fait d'aller puiser dans une génération potentiellement de nouvel arrivants, mais aussi une génération plus jeune ou potentiellement des gens qui sont plus âgés, ça aussi, en fait, et on gomme ce côté je dirais de seniorité hiérarchique, mais en fait de seniorité, on va dire, d'âge, qui va apporter des expériences différentes et un regard, un recul aussi assez différent, c'est assez primordial, quoi. Mais c'est clé, en fait, c'est presque si on devait donner un argument contre le management hiérarchique ou le lien de subordination, c'est le manque de diversité. C'est-à-dire que c'est pas possible qu'il y ait une personne, ou alors, en fait, voilà. Et souvent, ce qui se passe, c'est que soit tu rentres dans le moule de la pensée ou de la vision de ce manager, ça devient un peu ton Pygmalion. Parce qu'on recrute des gens qui nous ressemblent. Voilà, et puis finalement, on n'a qu'un point de vue. Donc voilà, en plus avec une autorité par-dessus, donc forcément, soit on le rejette, et à ce moment-là, son expérience de travail est un enfer. Et j'ai aussi plein d'exemples autour de moi. Et alors que, en fait, la clé aujourd'hui, surtout dans un environnement changeant, dans un environnement incertain, dans un environnement complexe, où on doit progresser, on doit avoir, tu as dit le mot, c'est la diversité. Voilà. Et on doit avoir une diversité de feedback.
Voilà. Et donc, et c'est un peu la logique ce qu'on appelle les entretiens 360. Mmh. De se dire, il y a un moment, en fait, on ne peut pas progresser si on n'a pas une diversité de feedback. Et la diversité, c'est des métiers différents, c'est des générations différentes, c'est des expériences différentes, c'est des personnalités différentes, tu vois. Des gens avec qui j'ai bossé au quotidien, mais pas que. Des gens qui font mon métier, mais pas que. Voilà. Et en fait, pour retrouver cette diversité, il y a pas d'autre solution que de manager en réseau. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette approche 360, c'est que j'ai l'impression que la parole est davantage libérale. Alors, tu l'as dit, hein, on a un prisme peut-être, toi et moi, qui est un peu plus restrictif que tous les secteurs qu'il y a en France. Mais c'est vrai que moi, je voyais dans les entretiens 360 quand j'ai commencé à le faire, où les collaborateurs qui bossaient entre eux n'avaient pas trop de mal à même avoir cette culture de l'écrit, mais d'être finalement assez cash, en fait. Il n'y avait pas cette peur de se dire, bon, alors attention, c'était quand même poli, il y avait du tact et tout, mais c'était assez direct finalement. Et moi, je partageais ces points de vue avec les collaborateurs où vraiment, en fait, ils entendaient presque davantage les points positifs, bien sûr, et ça les touchait, mais ils entendaient davantage les points négatifs et d'optimisation. J'aime pas le mot négatif, mais les points d'optimisation, ils se disaient, ok, alors ça, c'est remonté 2 ou 3 fois parce que c'est monté par mon manager, ok, mais c'est peut-être son prisme, c'est monté par 2-3 personnes avec qui je bosse. Tout de suite, c'est pas le même impact en fait, quoi. Ouais, mais moi je pense que là pour le coup, dès en fait, le lien de subordination est ultra toxique parce que c'est un toxique les relations entre les gens, c'est pas naturel en fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a pas d'équivalent dans notre vie d'adulte d'être subordonné à une personne. Non. J'ai essayé de faire le tour, mais voilà, ça c'est quand on est enfant, c'est normal, enfin presque. Mais en fait, dans une vie d'adulte, on est subordonné à une personne et en fait, cette personne va complètement influencer notre vie pour le meilleur ou pour le pire. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis à un moment dans le bouquin, c'est tu dis quand tu demandes à quelqu'un, les auditrices et les auditeurs, on vous invite à faire le test, tu demandes à quelqu'un est-ce que ça se passe bien dans ton taf, et grosso modo, s'il dit non, c'est vraiment la merde, ça se passe pas bien, et tu lui dis est-ce que ça se passe bien avec ton manager, et souvent ouais, c'est souvent assez cohérent, évidemment, quoi. Évidemment, parce que forcément notre expérience au travail est complètement liée à ce qu'on peut vivre avec notre manager, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, quoi. Je reviens juste sur une dernière question sur la logique du réseau de managers. Est-ce que tu verrais des limites ou des précautions à prendre, effectivement, ou sur des choses ou des, je dirais, des risques? Moi, je vois pas vraiment de limite parce qu'encore une fois, je pense que c'est assez naturel. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a dans la vraie vie, quoi. On a des réseaux de potes, on a des réseaux de collègues, enfin de confrères, on Bien a sûr. des réseaux professionnels, on a des. Enfin, voilà. Aujourd'hui, et c'est évidemment beaucoup plus facile pour les nouvelles générations, mais on vit en réseau. Donc, je veux dire, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus naturel de vivre en réseau dans les entreprises. Et alors, pour le coup, pour les nouvelles générations, c'est une certitude. Et vraiment, il y a un désenchantement des nouvelles générations parce que pour le coup, ils arrivent dans une entreprise, ils ont l'impression de revenir 30 ans en arrière. Oui, parce que ça correspond pas Parce du que tout à la façon dont ils vivent. Mais ça correspond à rien de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils entendent ou de ce qu'ils voient. Et puis vraiment, il y a. Puis comme c'est allé très vite, en fait, c'est ça qui est passionnant et en même temps vertigineux avec la révolution digitale, c'est que ça se fait en 20 ans, tout ça. Alors voilà, C'était très rapide. Voilà, la révolution industrielle, c'est plusieurs décennies, enfin c'est 100 ans. La révolution de l'imprimerie, ça a mis 100 ou 200 ans avant d'avoir vraiment des impacts vraiment majeurs. Là, en 20 ans, on a quasiment tout changé, la manière dont on vit. Voilà. Donc, moi, je vois pas vraiment de limite. Alors, les risques, c'est d'aller trop vite. Voilà, on disait, c'est un changement culturel. Le changement culturel, ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a un vrai sujet générationnel. Et je pense d'ailleurs que le management hiérarchique, s'il disparaît, il disparaîtra sur plusieurs générations. Il sera gommé petit à petit. Voilà, je ne veux pas te dire qu'en 2025, il n'y aura plus de management hiérarchique ou de lien de subordination dans les entreprises, quoi. J'espère dans 100 ans, mais voilà, parce qu'en fait, c'est quelque chose, c'est des gens qui ont été éduqués à ce management-là depuis 20 ans, et donc finalement, c'est pas des gens qui partent à la retraite demain aussi. Donc ça, c'est les risques. Après, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a des freins. Les freins, c'est oui, quand on est plus grand ou quand on est une grosse boîte ou quand on est une boîte ancienne, forcément, c'est plus compliqué. Ça demande plus d'attention, ça demande plus d'énergie. Et puis parfois, quand on est un peu attaqué sur ces marchés, on pense qu'il faut mettre l'énergie ailleurs. Or, on prépare l'avenir. Ça prend du temps. Faut être patient. Faut être stable. Faut avoir une trajectoire. Ouais. Moi, merci pour ces réponses-là. Moi, je vois 2 écueils aussi, peut-être pas 2 écueils, mais 2 précautions d'emploi, on va dire. La première, c'est, on parle souvent de cette notion de collaboration ou co-construction, c'est un méga mot valise, voilà. Mais
a priori, c'est un changement qui ne peut pas s'opérer sans l'implication directe des collaborateurs. Alors, une fois de plus, c'est laissé à la liberté de chacun, mais de se dire qu'en fait, c'est ni top-down ni bottom-up, hein, désolé pour les anglicismes, mais c'est vraiment un travail on bosse ensemble, on le fait main dans la main, sans quoi c'est un peu... Déjà, ça va avoir un impact immédiat sur l'engagement et la preuve, en fait, la notion de preuve. Et la deuxième, et je te laisserai répondre après là-dessus, c'est une notion qu'on vit tous à chacun à notre niveau sur des problématiques différentes, c'est la notion de temps disponible dans la journée, de temps disponible dans sa tête. Et donc ça aussi, ça pour le coup, c'est plus aussi là pour le coup à l'entreprise justement de dégager du temps aussi aux collaborateurs, quels qu'ils soient, de tous horizons, de se dire en fait on va avoir du temps aussi pour faire un pas de côté, pour réfléchir, tout simplement, comprendre où on en est et réfléchir où on veut aller. Ça, c'est aussi 2 points qui sont assez clivants, non? Ouais, tu as parfaitement raison. Effectivement, et ça aussi, c'est des grands changements, des grandes révolutions à faire. C'est de se dire, et presque, tu as raison, d'autant plus qu'à partir du moment où on arrive à mettre ça en place, de faire en sorte que la responsabilité, ce soit aussi de dire aux gens, en fait, c'est vous qui allez construire votre cadre de travail. En fait, c'est ça la co-construction. Construction, c'est un moment de se dire, voilà, vous êtes une équipe, comment vous voulez travailler? Non, parce que tu peux avoir un côté où, en fait, le décideur, le modèle RACI, tu vois, t'as ce groupe, mais tu as quand même quelqu'un qui tranche. Mais je trouve que le côté, effectivement, de décision collective dont tu parles là, c'est un peu différent. C'est de la responsabilisation individuelle et collective. Et donc, je trouve que c'est encore plus intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, dans celui-là, c'est aussi de se dire, il y a un moment où tu parlais de RACI, c'est pas parce qu'on est une équipe autonome, tu vois, qu'il n'y a pas de rôle. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que les rôles ils soient reconnus par tout le monde, qu'ils soient définis, et de se dire, voilà, on a un owner, un leader, on l'appelle comme on veut, même un manager, pourquoi pas, hein, tu vois, mais de se dire à un moment, c'est lui mais ça a été consenti et ça a été décidé comme tel. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il décide de tout. Il peut y avoir, dans une équipe, il y a plein de sujets. Et il y a des sujets de fonctionnement, il y a des sujets très opérationnels, il y a des sujets de fond, il y a des sujets techniques, voilà. Et en fait, c'est pas forcément la même personne qui décide pour tous ces sujets. Ça, c'est important aussi. Tout ça, c'est distribué et ça, c'est co-construit. La deuxième remarque, excuse-moi, c'était... Sur la notion de temps. Ouais, la notion de temps. Alors moi, oui, tu as raison, il faut beaucoup de temps. Moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'aujourd'hui, le modèle bureaucratique nous fait perdre un temps fou. Ouais, bien sûr. Un temps fou en reporting, en réunion, en présentation. Ouais. Donc, en fait, tu gagnes tellement. Tu vois, tu gagnes tellement à t'affranchir de ces contraintes-là qui, pour moi, ne créent aucune valeur. Tu vois, tu ne crées pas de valeur à faire du reporting, tu ne crées pas de valeur à faire des réunions. Puis l'inertie aussi. L'inertie, c'est une perte de temps. Quand tu ne sais pas qui doit prendre une décision sur laquelle sur laquelle tu es concerné, en fait, ça peut te faire prendre, mais parfois, c'est vertigineux. Mais moi, je suis avec des équipes en fait, qui me disent que en fait, ça fait 3 mois qu'ils n'avancent plus parce qu'ils attendent une décision dont ils ne sont pas vraiment sûrs qu'elle soit prise par une autre équipe, mais en attendant, ils travaillent, quoi, mais ils ne créent pas de valeur vraiment. Ouais, bien sûr. Et en fait, quand on voit, quand on accumule tout le temps perdu, tout le gaspillage, c'est tout le principe du lean, tout le gaspillage par ces modèles bureaucratiques extrêmement prédictifs et non adaptatifs. En fait, en gros, on utilise ce temps pour faire des choses, pour se transformer, pour définir. Voilà. En général, c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans les équipes autonomes, une des particularités qu'on voit assez vite, c'est qu'ils retrouvent du temps. Ils réduisent leur journée parce qu'ils sont juste plus efficaces, parce qu'ils passent pas leur vie en réunion, etc. Parce que les rôles ils sont bien définis, on sait qui prend les décisions. Voilà, s'il y a une réunion, on sait que c'est telle personne qui y va et c'est pas toute l'équipe. Etc. Ouais, il y a une notion de clarification et de savoir exactement ce qu'on fait. On en a déjà parlé. Alors, l'intelligence artificielle, par ailleurs, aussi, j'ai fait un épisode assez récent avec Ian Ferguson où potentiellement, ça devrait aussi aider à débloquer du temps sur des tâches qui sont un peu plus à valeur ajoutée. C'est notre gros sujet là, chez Grand en ce moment. C'est comment l'IA va impacter notre manière de s'organiser. C'est un gros sujet pour nous. On va essayer. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais en tout cas, évidemment. La première étape, je dirais, c'est de regarder ce qui se passe. C'est de l'acculturation, c'est de comprendre. Pour moi, c'est vraiment de la compréhension. Je disais, j'étais un néophyte en la matière. Je suis toujours, avant de commencer à vouloir tenter des choses. Mais c'est sûr qu'à l'instar de plein d'initiatives que tu peux mener dans une boîte, tu t'essuies toujours un peu les plates. Mais
il y a cette notion, une deuxième valise, d'itérer pas mal, parce que sans quoi tu réinventes pas ton modèle, quoi. Mais comme ça, moi j'ai quand même la conviction, moi quand il y a une innovation, ça fait partie de ces gens qui vont voir tout de suite le côté positif. Ouais. Mais effectivement, quand on est une équipe autonome, on doit quand même dépenser pas mal de temps, tu le disais, pour documenter les choses, pour les rendre plus transparentes, pour se synchroniser, Bien sûr. Je pense que pour le coup, un assistant d'équipe virtuel qui nous aiderait régulièrement à mieux documenter, qui nous aiderait à mieux partager l'information, espèce d'assistant d'équipe qui nous ferait des rappels. Qui peut te faire remonter les informations. Exactement, des choses plus rapides. Voilà. Nous, on l'avait fait à l'époque en utilisant un outil. Parce qu'en fait, on travaille sur Trello, tu vois, on avait des cartes. Bien et sûr. En fait, il y avait une personne de l'équipe qui a fait un petit programme pour pouvoir nous donner, nous faire Le petit remonter. script qui part. Ouais, et qui à la fin nous disait, tiens, c'est quoi les sujets, les trending topics de l'équipe. Ouais. Tu vois, c'était une espèce de journal de l'équipe qui, en regardant en fait les occurrences et tout ça, nous faisait remonter une espèce de voiture balai qui à la fin de la semaine nous disait, ah bah tiens, t'as peut-être pas vu tel sujet, qui est un sujet d'équipe, alors toi ça te concerne pas. Mais c'est bien que tu sois au courant. Mais c'est bien que tu sois au courant parce qu'en ce moment c'est un sujet qui est assez important dans l'équipe. Quoi, tu vois, voilà. Bah, tout ça, je pense que évidemment les outils, la techno et les IA peuvent nous y aider. Alors, juste petit aparté, encore une aparté, toi, tu as également écrit une tribune qui est passée dans Le Monde. Alors déjà, bravo, parce que c'est assez couillonnant, mais moi j'aime bien, c'est une belle perf en fait. Je trouve que ce soit à 15, à 20, à 60, etc., je trouve que c'est quelque chose d'important dans la vie dans une vie. Cette tribune, elle est sortie aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est lundi 15 mai, voilà, c'est le jour de notre enregistrement. Tu évoques le lien, entre autres, entre le management et la façon dont on se positionne et notre perception du travail, par rapport notamment à la retraite en particulier. Enfin, c'est l'intro sur effectivement, alors qu'il y a un sujet très très chaud du moment, où concrètement, tu dis, pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup de Français, la retraite, c'est vraiment un moment de libération. Parce qu'en fait, le travail, c'est un moment qui peut être stressant, qui peut être oppressant, qui peut être fatigant. Là, on parle vraiment de tout secteur confondu. Tu parles même de fardeau. Je trouve que le mot est fort, mais fort, vraiment, c'est important de comprendre. Et du coup, de la place du management, comme quoi ça peut être une clé, justement, de changement de paradigme, on va dire, entre la période d'activité et la retraite, même si la retraite peut tout à fait être une période d'activité. Est-ce que c'est la clé? Est-ce que c'est une des clés? En tout cas, c'est le sens de cette tribune. C'est un peu ce que j'ai voulu dire, c'est de dire que on vit dans un monde qui change en permanence, dans lequel on a tout un tas d'informations, on a plein d'aléas. Et finalement, alors il y a l'école des gens qui disent, il y a la vie professionnelle d'un côté et puis la vie personnelle de l'autre. Moi, je pense qu'on n'a qu'une vie. Et en fait, cette vie, elle est composée de plein de vies. Voilà, on a une vie familiale, on a une vie de loisirs, on a une vie amicale, on a une vie familiale. Enfin, j'ai déjà dit, mais famille, allergie. Et on a une vie professionnelle, parfois plusieurs vies professionnelles, évidemment. Et finalement, comment on arrive à faire en sorte que ce tout puisse s'organiser. Et finalement, la clé, c'est nous-mêmes. Et parce qu'on a la main sur tout, et c'est à nous d'organiser sa vie en fonction de ces différentes clés. Le problème, c'est que y a une clé qu'on n'a pas souvent, c'est la vie professionnelle. Parce qu'on l'a subie, parce que souvent la vie professionnelle ne dépend pas de nous, elle dépend de notre N+1, tout simplement les congés, les horaires, même les sujets sur lesquels on travaille. Aujourd'hui, la plupart du temps, on ne choisit pas ou on subit. Oui, on sujet sur imposé, voilà, et parfois c'est contradictoire avec nos valeurs. Et ça c'est une vraie violence, enfin c'est une vraie dissonance, quoi, dissonance, et qui fait qu'à la fin, en fait, notre vie, elle est pas géniale, et parce que finalement, on n'a pas la main sur cette vie professionnelle qu'on subit. Et je fais un parallèle, et moi qui m'a toujours étonné, c'est que moi, je travaille avec beaucoup d'indépendants, de freelance, et puis de salariés. Et en fait, je me rends compte qu'ils font à peu près le même travail, ils font les mêmes tâches. Souvent, les indépendants travaillent plus que les autres. Les indépendants ne gagnent pas plus que les salariés, surtout si on met à bout tous les avantages liés au salariat. Ouais. Et pourtant, en fait, sondage après sondage, il y a des taux de satisfaction de 80% chez les indépendants, et c'est plutôt l'inverse chez les salariés. Voilà. Et en fait, à mon avis, et c'est le sens de cette tribune, c'est et il y a beaucoup de salariés qui démissionnent pour devenir indépendants. Ouais, c'est le fait que quand on est indépendant, on a la vie, on a la clé et on a la main sur sa vie professionnelle. Et peu importe qu'on travaille beaucoup, on peut se dire qu'on va pas travailler parce qu'on a un enfant qui est malade.
Voilà. Ou qu'on peut travailler le week-end parce que en fait, je sais pas, l'enfant il fait sa sieste. Voilà. Et en fait, ça c'est génial parce que ça permet en fait de construire une vie qui fit avec ce qu'on est, ce qu'on veut et les aléas. Et aujourd'hui, le modèle managérial hiérarchique, pour moi, empêche ça en grande partie. Et les modèles d'organisation globalement dans les boîtes et le salariat. Et ce qui est marrant, je reviens juste sur cette notion de différence entre le salariat et je dirais l'indépendant, c'est qu'aussi, quand tu deviens indépendant, tu es quand même plus conscient à la fois de ce que tu gagnes, je dirais, justement en indépendance, en autonomie, etc. Mais tu es plus conscience aussi de la difficulté que ça revêt et du confort que c'est aussi le salariat, même si tu te souviens effectivement de cette notion de hiérarchie, puisqu'on parle de management, et qu'effectivement plus pressante, et que lorsque tu es indépendant, effectivement, t'es beaucoup plus investi, entre guillemets, puisque tes décisions ont un impact immédiat. En fait, tu vois l'impact négatif et positif tout de suite, quoi. Et c'est le problème aujourd'hui, souvent dans des grandes structures, c'est que en fait, les gens ne voient pas l'impact en positif ou en négatif. C'est ça qui est fou, c'est que tu vois pas l'impact de ce que tu fais au quotidien. Parce que derrière, c'est perdu dans des méandres. Exactement. Voilà. Et donc, avec plus d'autonomie en te rapprochant du terrain, en fait, tu récupères la boucle de feedback. Voilà, ce qui permet à la fois de t'améliorer, de mieux coopérer, et puis surtout de mesurer l'impact, tu vois, ou encore une fois, positif ou négatif de ce que tu produis au quotidien. Et ça, je pense que c'est essentiel dans la vie, en fait. Quand on parle de quête de sens, c'est pas forcément travailler sur des sujets qui sauvent le monde. En fait, la quête de sens, c'est tout bêtement de se dire que quand je fais quelque chose, je vois l'impact que ça peut avoir sur le monde qui m'entoure, et que je vois que ce que je fais dans une journée produit une certaine utilité, quoi. Bien sûr. Et je rebondis aussi sur le sujet qu'on évoquait qui était la retraite, mais et un autre sujet qui me tient à cœur mais qui m'intéresse tout particulièrement, c'est à un moment donné dans le bouquin tu parles de management externe. Voilà, il y a de la formation là-dedans, mais pas que. Moi je me demande aujourd'hui si effectivement alors je sais pas si cette phrase elle a un peu coup de poing, mais a priori non, mais si les seniors sont pas un peu sous-utilisés, tu vois ce que je veux dire, en se disant c'est pas parce qu'on cherche un modèle qu'on va tâcher de réinventer que justement eux-mêmes, cette population de seniors qui est peut-être oisive pour certains, etc., peut justement se mettre à disposition, ou en tout cas on peut le faire appel à eux plutôt dans ce sens-là, justement pour apporter un peu ce retour d'expérience, cette connaissance de l'évolution qu'ils ont connue et de se dire, en fait, moi j'ai connu, c'était pas du tout comme ça, voilà comment ça s'est transformé. Et donc, voilà à peu près les choses auxquelles il faut être vigilant, etc. Enfin, et plein d'autres sujets d'ailleurs. Effectivement, ça peut rentrer. Moi, ce que j'appelle effectivement le management externe, c'est on pourrait appeler l'entreprise écosystème aussi. C'est de dire aujourd'hui, on est une entreprise, on est forcément connecté à des écosystèmes d'un point de vue personnel ou d'un point de vue d'entité. On a des partenaires, on a des. Voilà. Et en fait, tout ça, je reviens à la définition du management, c'est le truc qui favorise le développement et l'accompagnement collectif. Mais en fait, tout ça, ça y contribue. Mais même nous individuellement, en fait, aujourd'hui pour progresser, on fait de la veille, on discute avec des gens sur LinkedIn, on rencontre des gens qu'on a rencontrés dans d'autres boulots, et tout ça sont aussi positifs ou autant d'impact sur notre management que des managers internes dans la boîte. Donc c'est vrai que c'est une piste à explorer. Je te propose qu'on attaque la dernière partie et après je te libère. Est-ce que, alors avant de te poser la question sur les références que tu peux nous proposer en termes de bouquins, j'ai quand même une question que j'ai jamais posée à un invité pour l'instant. C'est, ce livre, ce sera un succès si quoi ? Si je vends 300 000 exemplaires. Pas du tout. Mais non, mais d'ailleurs, avec les discussions qu'on a, j'ai l'impression que c'est pas ça en fait. Mais Non, moi j'essaie toujours d'avoir. Moi, mon moteur, c'est depuis le début, ça se ressent peut-être, c'est le côté communautaire. Voilà, c'est de dire moi mon driver dans l'entrepreneuriat, parce que je fais j'ai toujours été entrepreneur ou co-entrepreneur en tout cas. J'ai jamais été drivé par le business ou gagner de l'argent. Moi, c'est pas un truc qui m'a. Par contre, j'ai toujours vécu comme une forme de liberté, mais surtout de connexion à des communautés, à des gens qui partagent les mêmes convictions que moi, et qui ont construit des choses. On essaie de changer, on essaie de transformer le monde qui nous entoure, parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce qu'on est indigné par la même chose et tout ça, quoi. Et je pense que voilà, si j'arrivais à créer, à rencontrer des gens qui me disent je pense la même chose que toi, merci, restons en contact.
Voilà, si j'ai beaucoup de sollicitations comme ça, ou en fait des gens qui m'envoient des messages et qui me permet moi de faire grandir une communauté et de faire rencontrer des nouvelles personnes qui vont aussi me faire grandir et qui vont aussi me faire ouvrir un petit peu les yeux sur d'autres éléments de ce grand projet, voilà, je pense que ça me ferait ce serait une grosse satisfaction. Et par là même, merci pour cette réponse-là, par là même, je pense qu'il y a aussi une notion d'éveil et de réveil. Ouais. Tu parlais à un moment donné de... Tu sais, quand tu rencontres des gens et tu dis, mais si t'as pas un bouquin à me conseiller, comme on fait dans le Lundi au Soleil, hein, mais, et ça pourrait être intéressant justement que ça soit ce bouquin sur des gens qui sont du coup, qui ne partagent pas en fait cette vision-là. Ouais. Et l'idée, c'est pas de les convaincre, c'est juste d'ouvrir le spectre, voilà, et juste de faire réfléchir. Exactement. Ça, c'était un des partis pris sur le bouquin assez vite, c'est que je voulais faire un bouquin assez grand public. Ouais. Donc j'essaye de pas jargonner. Il n'y a pas d'anglicisme, ou en tout cas très peu. Il est accessible. Ouais, voilà. Mon objectif, c'était qu'il parle à tout le monde. Et en général, la première chose qu'on m'a demandé, c'est à qui tu veux parler. Quand tu rencontres des éditeurs ou quand tu rencontres des gens qui t'aident ou qui ont déjà écrit des bouquins, ils me disent à qui tu veux parler. Et moi, je suis assez têtu, j'ai dit moi, j'aimerais bien parler à tout le monde. Alors, parler à tout le monde. C'est déjà une belle ambition. En tout cas, de me dire que un manager peut le comprendre, un manager peut le comprendre, et une directrice ou un directeur peuvent le comprendre aussi. Et que ça les éveille, comme tu dis. Bon, top. Écoute, en tout cas, j'espère que ça sera évidemment un gros succès. On passe aux dernières questions, effectivement, de ce podcast. Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller, un documentaire ? Est-ce que tu as des choses qui peuvent nous aider à nous acculturer, que ce soit sur le futur du travail ou autre, d'ailleurs ? Alors, un petit partage, un petit kiff personnel. J'ai découvert un film il n'y a pas très longtemps, et pourtant, le film, je crois qu'il a quasiment 40 ans, qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, Que les gros salaires lèvent le doigt. De nom. Qui est un film qui est genre un ovni total. Et en fait, c'est dingue parce que c'est un The Office un peu avant l'heure. C'est une comédie française, mais vraiment un classique de la comédie en termes de code. Tu vois, donc c'est Daniel Auteuil, Michel Piccoli, Jean Poiret. Donc il y a du lourd. Vraiment, voilà, le genre de comédie un peu trash des années 70 en France, tu vois. Et en fait, c'est sur un patron de PME ultra toxique, ultra tyrannique. Voilà, et bon, après, il faut voir le film, mais il y a des scènes incroyables. C'est ça, et à quel point il est odieux, à quel point, voilà. Alors évidemment, la plupart des entreprises que j'essaye d'analyser dans le livre sont évidemment très loin, mais évidemment ultra caricaturales, mais on retrouve comme ça des similitudes. C'est une critique assez absurde, enfin c'est très caricatural. Ouais, complètement. Il y a une scène, faut aller voir sur YouTube, il y a pas mal de scènes assez cultes qu'on peut trouver sur YouTube, mais par exemple, à un moment, il doit virer des gens parce que l'entreprise va pas bien, et il décide de faire un jeu de chaises musicales. Ah ouais. Dur. Voilà, et bon, et puis je vais pas en dire plus, mais franchement, allez sur YouTube déjà pour voir quelques scènes. C'est un film que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais un film incroyable. Non, mais j'hésiterai pas à le découvrir, en tout cas pour ma part. Je pense que ça va être... Tu pourras mettre le lien sur ton... Évidemment, ça sera dans le descriptif. Et est-ce que tu as sinon autre chose, un livre, des podcasts, des newsletters ? Écoute, là comme ça... non, il y a un livre qui m'a beaucoup servi, j'en parle assez souvent parce que je pense que c'est vraiment... J'essaie de pas trop faire de références trop scientifiques ou trop sociologiques ou psychosociales dans le livre, parce que c'est pas du tout mon prisme, c'est pas du tout mon point de vue, en tout cas mon approche, qui est très ancrée et très pragmatique. Mais il y a un livre qui m'a fasciné qui a vraiment été une révélation, et je crois que j'y pense à chaque fois que je travaille, qui s'appelle L'échec d'une prophétie. Ok. Et j'ai vu que tu allais me dire Frédéric Laloux, alors je suis content que ce soit un peu différent. Et qui est un livre des années 70, je crois, de Léon Festinger, et qui est un livre qui a révélé ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ouais. Et alors, je ne sais pas si tu connais un peu ce sujet-là, mais en fait, quand on comprend bien ce concept de psychologie sociale de la dissonance cognitive, on a compris 90% de tous les problèmes et toutes les solutions qu'on observe tous les jours dans les entreprises. Donc ça, pour toi, c'est vraiment une bible. En tout cas, c'est un... Ouais, pour moi, s'il y a une théorie scientifique, sociale à maîtriser pour comprendre un collectif et pour comprendre l'entreprise, c'est la théorie de la dissonance cognitive. Ok, alors j'invite tout le monde, les auditrices et les auditeurs, à découvrir ce livre.
Dernière question, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une bonne ou une mauvaise expérience? Je crois que tu me disais que tu avais quelques anecdotes assez farfelues ou de rencontres assez Écoute, étonnantes. C'est une anecdote. En fait, je l'ai rencontré, mais une fois. Enfin, j'ai rencontré plusieurs fois, mais une fois, ça m'a vraiment marqué. J'arrive dans une équipe et l'équipe, elle est vraiment au plus mal. Et donc, ils m'appellent parce qu'ils ont besoin de mettre un peu un sang neuf dans l'équipe. L'équipe collabore mal, il y a des burn-out, etc. Alors, pourtant, c'est pas dans une très grosse boîte, hein, mais c'est quoi, 40-50 personnes? Ouais, un peu plus, mais plutôt en centaines. Mais c'est pas le grand groupe, tu vois, la grande bureaucratie. Et voilà, puis en fait, on discute. Et puis, en fait, ils me donnent, je leur dis, c'est quoi votre mission, pourquoi vous travaillez, voilà. Et puis en fait, ils me donnent leur objectif. Je connais pas bien leur métier. Je dis, mais cet objectif, il est infaisable. Et là, en fait, tout le monde se regarde en disant, et en fait, il y a une personne qui lève la main en disant, ouais, en fait, c'est notre problème, c'est qu'on... Ils en avaient conscience. Sans vraiment se le dire, mais parce que... Et en fait, c'est un objectif que nous a donné la direction. Et en fait, si on arrive à faire 20 fois moins que cet objectif, en fait, ce sera déjà bien. Et donc, mais comme on doit suivre cet objectif, en fait, on n'arrête pas de se prendre la tête. Parce qu'il y a ceux qui se disent, tant pis, on fera pas l'objectif. Il y en a qui disent, tant pis, on va le faker, on va donner des faux objectifs, etc. Voilà. Et en fait, ça pourrissait l'équipe depuis des mois. Et en fait, finalement, la directrice avait donné un objectif en COMEX. Et puis, toute la ligne hiérarchique, personne n'avait remis en cause, parce que personne n'a voulu en remettre en cause son N+1. Et au final, l'équipe opérationnelle, qui était tributaire de cette ligne hiérarchique, en fait, avait... et pour les coups, ça pourrissait la vie de l'équipe. Et alors, fin de l'anecdote qui est quand même assez marrante, il présente quelques mois plus tard les résultats de l'équipe en COMEX. Post-accompagnement, du coup Ouais, effectivement, post-accompagnement. Et pendant il prend l'objectif qui est finalement 10 ou 15 fois moins de l'objectif initial, quoi. Et la directrice, c'est super. Et la personne dit, mais en fait, vous aviez donné un objectif, tel objectif à la place, et le directrice s'en souvenait pas. Ah oui, c'est même pas qu'elle était... Mais non, en fait, je vous le donne. Mais et en fait, elle avait dit, mais non, mais moi, c'était un truc comme ça, c'est plus une forme de question. Et en fait, j'adore cette anecdote, parce que ça révèle que même avec des gens super bien intentionnés, en fait, le système fait que tu peux pourrir la vie pendant des mois de tous les salariés sur toute la chaîne, parce que juste personne ne remet en cause, et surtout ne veut pas remettre en cause, parce que le lien de subordination, et parce qu'on a trop peur de et si je remets en cause, ou si je dis à mon N+1. Voilà. Et en fait, finalement, tout le monde se tient la barbichette comme ça. Et à la fin, en fait, c'est l'équipe opérationnelle qui trinque, parce que elle subit, elle est en fin de chaîne, quoi. Mais du coup, tu vas te dire, alors moi j'aime beaucoup cette anecdote, je trouve qu'elle est assez incroyable. Est-ce que ça veut dire que chacun de ces personnes dans la chaîne va dire non, mais c'est parce qu'au-dessus il m'a pas dit non, etc. Et qu'en fait, ça va jamais plus haut que le N+1. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu vois. Et en fait, personne n'ose. Et il y a, on parlait des vidéos, mais il y a un super. Faut regarder par exemple le documentaire sur Madoff. Alors là, on est vraiment très loin dans le dark side de la bureaucratie. Cette histoire est terrible. Mais en fait, on s'explique très bien comment finalement, dans une démocratie, dans un des secteurs les plus réglementés, une personne pendant 40 ans peut faire une arnaque, je crois que c'est 50 milliards de dollars, juste parce qu'à un moment, personne n'ose remettre en cause la hiérarchie. Et puis la décision qui a été prise. Et à un moment, en fait, tout le monde se tient dans la hiérarchie. Et puis à la fin, en fait... alors que pourtant, c'est ultra réglementé. Ouais, on se retrouve avec des résultats comme ça qui sont des catastrophes absolument surréalistes. Julien, on finit par une bonne nouvelle. Hein. Exactement. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour ton invitation. J'espère que ce livre sera un succès, bien évidemment. J'invite les auditrices et les auditeurs à le lire. Moi, je l'ai lu très rapidement. Je t'avais dit, moi, je suis pas livre-vore. Si ça ne se dit pas, je ne sais pas, mais j'ai lu très rapidement. Donc, j'ai corné beaucoup de pages. J'ai même mon surligneur aussi que j'avais piqué à ma femme. Mais en tout cas, ça m'a vraiment... ça m'a permis aussi de me remettre un peu en question, de me poser les bonnes questions. J'ai été quand j'ai commencé un très mauvais manager par ailleurs. Après, je me suis formé, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit effectivement les choses qu'on aurait pu mener différemment. Donc, je trouve que c'est un bon réveil aussi, ce livre. Écoute, donc, je le recommande chaudement. Super feedback. Voilà, écoute, j'espère que, en tout cas, que ça sera un carton et que tu viendras en reparler évidemment d'une manière ou d'une autre une fois que le livre sera sorti.
Avec grand plaisir. Et puis, on reprendra peut-être du temps aussi pour parler de tes autres boîtes qui sont Ground. On en a parlé rapidement. Yolocracy, qui est une communauté de gens sur effectivement le travail, le futur du travail. Donc voilà. Avec grand plaisir, Tim. Merci à toi. Merci beaucoup, Julien. Passe une excellente semaine. Et puis, on se voit demain, évidemment, pour la découverte de ce livre aux éditions Erol. À demain. À demain.